Bonjour et bienvenue dans ce cours dédié à la modélisation, identification et caractérisation de systèmes non linéaires avec comme première application l'imagerie harmonique de contraste ultrasonore. Comme d'habitude, vous retrouverez ce cours sur la chaîne YouTube. C'est la dernière séance de ce module composé de 9 séances. L'amélioration du contraste dans les images ultrasonores est la plupart du temps réalisée avec un post-traitement comme le filtrage et l'injection ou non d'un agent de contraste. Ce peut donc être un filtre optimal adapté ou seule l'injection d'un agent de contraste associé à un filtrage autour d'une fréquence centrale du transducteur F0 ou bien l'injection d'un agent de contraste avec un filtrage autour de la fréquence centrale de second harmonique, c'est l'imagerie du second harmonique de contraste, ou l'injection d'un agent de contraste plus un filtrage autour de la fréquence centrale F0 sur 2, c'est l'imagerie ultra-harmonique de contraste, ou bien un filtrage autour de la fréquence centrale de F0 sans agent de contraste, c'est l'imagerie native harmonique, et un filtrage de la fréquence centrale F0 sur 2 sans agent de contraste, c'est l'imagerie ultra-harmonique native. L'injection du produit de contraste par voie intraveineuse en améliorant le contraste de l'image, permet d'améliorer le diagnostic médical. En effet, il est souvent possible d'identifier des régions de contraste très différentes, comme indiqué par le cercle sur les différentes images. À gauche, c'est le mode B classique utilisé. La sonde émet des ultrasons à la fréquence F0 et un filtre en réception à F0 permet de récupérer l'image. À droite, c'est l'imagerie du second harmonique après injection d'un agent de contraste. La sonde émet à la fréquence F0 et on filtre autour de la fréquence de F0, c'est-à-dire la première harmonique. C'est la nature non linéaire de l'agent de contraste qui est mis ici en exergue. Sur la droite, nous voyons l'échographie d'un foie. Sur la gauche, en mode contraste, nous voyons les microbules perfuser petit à petit le foie. L'injection seule d'un agent de contraste permet, en mode B, d'augmenter le contraste du milieu perfusé. C'est le cas par exemple pour le cœur, le foie, les reins, etc. etc. C'est la nature gazeuse de l'agent de contraste, très différente du sang, qui explique cette hyper-échogénicité. Notez que pour de très faibles amplitudes de pression acoustique, les microbules de l'agent de contraste se comportent comme un système linéaire résonant, la fréquence de résonance étant dans la gamme des ultrasons. Enfin, un simple filtrage passe-bande pourrait faire l'affaire, mais pour atteindre l'optimum, un filtre optimal est souvent utilisé pour améliorer encore le contraste. Il s'agit souvent d'appliquer un filtre dont la réponse impulsionnelle est la version retournée du système linéaire modélisant le tissu, l'agent de contraste et tous les autres phénomènes. Je ne détaillerai pas ce point-là puisqu'il a été déjà détaillé dans un cours précédent. La maximisation du contraste peut être assimilée à un filtre G de T qui maximise le rapport ciel-abri. Il s'agit donc de proposer un filtre adapté dont la réponse impulsionnelle G de T est la version retournée de H de T. On réalise en quelque sorte une corrélation. En rappelant que d'un point de vue algébrique, le filtrage est obtenu en calculant Z à l'instant n est égal à G de n transposé multiplié par Y. Au final, l'équation algébrique s'écrit Z égale la matrice grand G multipliée par le vecteur Y. Grand G étant une matrice de forme Toplitz, comme indiqué en bas. Pour tenir compte de l'ensemble des filtrages, c'est-à-dire en précisant que Y égale la matrice H fois le vecteur X, alors il vient au final que le vecteur Z est égal au produit des matrices G et H fois le vecteur X. Maximiser l'énergie de Z revient à calculer Z transposé fois Z, ce qui donne X transposé, H transposé, G transposé, G, H fois X. Voici en bas deux exemples. Le premier considère le filtre G et donc la matrice grand G identique à celle de H. Pour le second exemple, on considère que le filtre G, c'est-à-dire le retourné de H, est G égale H transposé. On voit bien que l'énergie est plus importante lorsque G
est égal à H transposé. Vous trouverez ici un code permettant le calcul du filtrage optimal. À gauche, je montre le lien entre la réponse impulsionnelle du filtre et la matrice de Toeplitz. Comment est-il possible d'identifier H de t en vue d'en proposer une version retournée G de t? Eh bien, la solution consiste simplement à prélever l'entrée et la sortie du système en se branchant en parallèle. En imposant une structure au filtre du type réponse impulsionnelle finie, il est possible, par méthode de moindre carré, c'est-à-dire en minimisant l'énergie de l'écart epsilon, d'obtenir les paramètres du filtre. Les premières propriétés qu'on évoque à propos d'un système linéaire est son invariance par rapport à des translations et le principe de superposition associé au principe de proportionnalité. La première conséquence est qu'un système linéaire possède la particularité de conserver les composantes fréquentielles du signal d'entrée en sortie. Par exemple, si en entrée le signal s'écrit x de t est égal à a1 sinus oméga 1t plus phi1, alors le signal en sortie sera obligatoirement de la même forme, avec la même fréquence, le déphasage ayant pu changer et l'amplitude ayant pu changer s'il s'agit par exemple d'un simple amplificateur. Cette propriété n'est plus vérifiée si le système est non linéaire. Dans le cas d'un autre exemple, on montre à la fois le principe de superposition et de proportionnalité. Ces deux principes mélangés ne sont plus vérifiés lorsque le système est non linéaire. Ici en bas, nous voyons apparaître un terme f qui dépend à la fois de l'entrée, à la fois de u et de v. Notez qu'il est possible de modéliser un système linéaire par des modèles dits paramétriques du type autorégressif, moyenne ajustée et autorégressif et moyenne ajustée. Les coefficients AI et BJ sont les paramètres du modèle à déterminer. Le modèle MA correspond à la structure d'un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Il existe aussi d'autres types de modèles comme le modèle de Kalman basé sur la modélisation d'état. Le produit de contraste composé de microbules encapsulées est un système non linéaire résonant. L'injection du produit de contraste et l'utilisation d'un filtre harmonique permet d'améliorer dans un troisième temps le contraste. L'idée est alors de modéliser le système non linéaire, puis d'utiliser cette modélisation pour en extraire des composantes intéressantes, comme par exemple les harmoniques. Un système non linéaire possède la particularité de ne plus conserver les composantes fréquentielles du signal d'entrée en sortie. Si le système est excité par une composante sinusoïdale, alors des composantes harmoniques sont générées. Si le système est excité par plusieurs composantes sinusoïdales, alors des composantes d'intermodulation sont générées. Suivant la nature de la non-linéarité, des composantes sous- et ultra-harmoniques peuvent être générées. Prenons un exemple et supposons que la non-linéarité puisse s'exprimer par une élévation à la puissance 2. Si le signal excité est une sinusoïde, alors en sortie, de nouvelles composantes sont générées. Une à la fréquence 0 et l'autre à la fréquence 2f0. Il s'agit bien d'harmonique. Prenons un autre exemple et supposons que le système linéaire puisse s'exprimer par une élévation à la puissance 2, mais cette fois-ci excitée par une somme de sinusoïdes. Alors, dans ce cas, en sortie, nous verrons apparaître trois composantes, une à la fréquence 0, l'autre à 2f0, et enfin une troisième à la composante d'intermodulation à 1,5 fois oméga 0. La plupart des systèmes non linéaires peuvent être modélisés si en étant maintenant à n'importe quel degré de puissance, alors si l'entrée du système est une sinusoïde, le signal en sortie sera composé d'un très grand nombre d'harmoniques. La plupart des systèmes non linéaires peuvent être modélisés par les modèles de Hammerstein, Volterra, Wiener, autorégressif non linéaire, autorégressif et moyenne ajustée non linéaire, qui sont tous des modèles paramétriques. D'autres types de modèles, comme des réseaux de neurones, peuvent aussi faire l'affaire. À titre d'illustration, voici les modèles autorégressifs et moyenne ajustée non linéaires. Le modèle non linéaire à moyenne ajustée étant connu comme étant le modèle discret de Volterra. On voit que les réponses impulsionnelles sont composées de paramètres bidimensionnels pour un modèle d'ordre 2. Dans le cas du modèle non linéaire autorégressif à moyenne ajustée d'ordre 2, on voit que le modèle se complexifie grandement avec ici des termes en rouge de couplage entrée-sortie. Un exemple en bas permet de simuler le système. Dans un cadre continu,
La décomposition de Volterra s'écrit comme la mise en parallèle de plusieurs systèmes simples dont la taille de la réponse impulsionnelle a une dimension qui dépend du numéro de la branche, comme indiqué en bas pour n égale à 1 et n égale à 2. Dans le cadre continu, le modèle de Hammerstein d'ordre 2 fait aussi apparaître une réponse impulsionnelle bidimensionnelle, mais celle-ci peut être transformée sous forme monodimensionnelle parce que les éléments sont nuls sauf sur la diagonale. Dans le cas général, chaque branche est composée d'une fonction polynomiale qui transforme l'entrée, x, et d'un filtre de réponse impulsionnelle monodimensionnelle. Le modèle de Hammerstein est de loin le modèle le plus simple à réaliser. On peut aussi remplacer les fonctions polynomiales par d'autres types de fonctions, comme par exemple des modulations. Notez que la partie encadrée constitue ce qu'on appelle un système linéaire multi-entrée simple sortie. La formalisation algébrique du modèle de Hammerstein met en lumière que le signal de sortie est la somme de signaux en sortie de chaque branche. Il y a en tout P branches. Comme d'habitude, le signal en sortie de chaque branche s'exprime comme la convolution entre un signal élevé à la puissance P et la réponse impulsionnelle G indice P de T. En considérant que le signal de sortie du système est composé de n points, le vecteur YP pour la branche P s'obtient comme le produit entre la matrice XP et le vecteur GP. Le vecteur Y en sortie s'obtient par petit y égale la matrice grand Y fois le vecteur 1 et c'est égal aussi au produit de la matrice grand X transposée fois la matrice grand G. Sur la figure du haut, nous voyons l'erreur quadratique moyenne exprimée en dB entre le signal Y et le signal artificiel obtenu par modélisation, avec à chaque fois l'erreur quadratique moyenne pour des ordres allant de 2 à 10 et pour une profondeur de mémoire allant de 1 à 20. On voit donc que plus l'ordre et plus la profondeur sont grands, plus l'erreur quadratique moyenne est faible. Sur la figure en dessous, nous voyons le signal de sortie complètement superposé au signal modélisé pour un ordre 10 et une mémoire de 20. Pour le système de Wiener, celui-ci correspond au modèle de Hammerstein dans lequel la fonction polynomiale est positionnée après le filtre. On fait l'hypothèse ici que la réponse impulsionnelle est séparable. Ici, j'ai représenté ce qui se passe pour la branche numéro 2. Sous sa forme générale, le système de Wiener est un système multibranche. Revenons maintenant à la problématique d'imagerie de contraste sous ultra-harmonique. Celle-ci est une alternative à l'imagerie de contraste du second harmonique, dont les images sont corrompues par des harmoniques d'ordre 2 tissulaires. Aujourd'hui, le modèle de Hammerstein, qui est le plus simple des modèles, a donné de bons résultats pour modéliser les harmoniques, mais il ne permet pas de modéliser les sous-ultra-harmoniques. L'utilisation de deux modèles de Hammerstein et de deux modulateurs permet de résoudre ce problème. Le premier modèle de Hammerstein permet de modéliser les harmoniques. Le signal de différence entre ce qui est modélisé et le signal de sortie fait apparaître un signal composé de sous- et ultra-harmoniques. Un décalage fréquentiel de plus f0 sur 2, c'est une modulation, du spectre de différence permettra au second modèle de Hammerstein de modéliser correctement les sous- et ultra-harmoniques. Puis, une correction du décalage fréquentiel de moins f0 sur 2 permet de rétablir la bonne position des fréquences. Voici le résultat de simulation avec deux modèles de Hammerstein d'ordre 3 et de profondeur égale à 30. En haut, on voit le signal complet, c'est-à-dire composé d'harmoniques, de sous- et ultra-harmoniques. Au milieu, on voit le signal des harmoniques issu du premier modèle de Hammerstein, et en bas, on voit le signal issu des sous- et ultra-harmoniques. Enfin, en bas, on voit le tableau qui précise tous les paramètres de simulation. Sur cette image, nous voyons l'exemple précédent avec les spectres complets pour en haut, composés que d'harmoniques au milieu et composés que de sous- et ultra-harmoniques en bas. Enfin, sur cette nouvelle figure, nous voyons une erreur quadratique moyenne obtenue avec le premier modèle de Hammerstein et
La deuxième en bleu correspond à l'utilisation des deux modèles de Hammerstein. Pour plus de détails, vous pourrez trouver la référence ci-jointe dans laquelle nous avons appliqué avec Sébastien Minigo ces méthodes pour l'imagerie ultra et sous-harmonique. Je voulais maintenant vous présenter des approches pour caractériser des systèmes et tout particulièrement les systèmes non linéaires issus du domaine ultrasonore ou bien de l'acoustique audio. Ici, il s'agit, connaissant l'entrée et la sortie du système, de trouver un moyen pour pouvoir caractériser un système non linéaire de façon à pouvoir en extraire les réponses impulsionnelles ou les fonctions de transfert de chacune des branches. Sur le schéma, nous voyons que l'inverse du spectre est calculé pour s'affranchir de l'excitation. Ici, on va considérer le modèle de Hammerstein. Puis, nous allons chercher à exprimer soit les réponses impulsionnelles à partir d'un seul signal temporel, soit les fonctions de transfert à partir d'un seul spectre. La problématique portera sur la façon d'extraire, une à une, les réponses impulsionnelles et les fonctions de transfert. L'idée proposée par Novak et Rebilla consiste à appliquer une fonction qui, appliquée au signal de sortie Y, procure les réponses impulsionnelles H de P de T une à une. Donc, G de Y de T est égal à H1 de T moins τ1 plus H2 de T moins T2 plus etc. etc. Une illustration est donnée ici. Avec des valeurs de retard adéquats, on voit qu'il est possible d'identifier distinctement les 5 réponses impulsionnelles considérées ici. La solution proposée par Novak et Rebilla précise que la fonction grand G n'est rien d'autre qu'un filtre de réponse impulsionnelle G de T. Ce filtre doit pouvoir annuler l'effet de l'excitation élevé à la puissance P. Je rappelle ici qu'à un retard près, la relation en bleu est celle d'un filtre inverse. À titre d'information, je rappelle les 3 filtres inverses les plus connus: le filtre inverse classique, le filtre inverse régularisé et le filtre inverse de Wiener, étendu ici par Novak et Rebilla avec une fonction epsilon qui dépend de la fréquence, epsilon valant bêta fois t de f étant dépendant d'une fonction tangente hyperbolique. À ce niveau, aucune hypothèse n'est faite quant au choix du signal x de t. Vous trouverez ici le code permettant de simuler le filtre inverse lorsque la fonction epsilon dépend ou pas de la fréquence et lorsque le filtre est soit une fonction porte, soit une gaussienne. Vous trouverez ici les spectres des filtres, filtre de Wiener lorsque epsilon dépend ou pas de la fréquence et lorsque le filtre est une fonction porte ou gaussienne. Dans son étude, Novak fait 3 hypothèses. La première porte sur le choix d'une entrée sinusoïdale, la seconde concerne le choix d'une décomposition dans une base sinusoïdale, et la troisième porte sur le fait que la phase k phi de t est égale à phi de t moins tau k. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de ces choix. Concernant le choix de la base, Novak précise qu'un signal sinusoïdal élevé à la puissance p puisse s'exprimer comme une somme de sinusoïdes. Par exemple, si on considère cosinus carré de phi de t, on voit qu'il s'exprime en fonction de 2 composantes non nulles, une à la fréquence 0, une à la fréquence 2, avec pour coefficient A, 1,5 et 1,5. La composante à la fréquence 0 étant nulle. Concernant la règle portant sur la phase, celle-ci permet de faire apparaître des fonctions retard recherchées. Ceci étant dit, on pourrait aussi se poser la question d'une autre base et d'une autre forme de signal x de t. Passons maintenant à une autre solution proposée par Giraud et Monigo. Considérons ici un exemple où P est égal à 2. Il s'agit, comme tout à l'heure, de trouver G de t qui permet d'accéder à des réponses impulsionnelles disjointes temporellement. L'idée ici est de considérer que le filtre G de t est la somme de 2 réponses impulsionnelles, x1 de tilde plus x2 de tilde. Si en plus on fait l'hypothèse que xi de t convolué à x tilde de i est égal à delta de t moins tau i, et que le produit de convolution entre xi de t et x tilde j de t est égal à 0, alors dans ce cas-là, on montre, comme indiqué en bas, que u de t est bien la somme
de h1 de t convolué à delta de t moins taux 1 plus x2 de t convolué à delta de t moins taux 2. Pour nous aider à trouver la solution, il nous faut passer dans le domaine dual par transformé de Fourier. Pour que le produit de deux fonctions de transfert soit nul, il suffit que les supports fréquentiels des deux fonctions de transfert soient disjoints. À titre d'illustration, prenons le cas où x1 de t égale à x est un signal gaussien modulé à la fréquence f0, x2 étant égal à x au carré. En choisissant convenablement la largeur de la bande du signal gaussien via sigma f au regard de f0, et en choisissant correctement le facteur de régularisation du filtre inverse de Wiener, alors on obtient des spectres disjoints comme indiqué sur la figure. On voit trois régions, l'une autour de 500 kHz qui correspond au cas de la fonction de transfert du filtre pour la branche numéro 1. Les deux autres régions correspondent à la deuxième branche. Comparons maintenant les deux approches proposées par Novak-Rebillard et Giraume-Héligot. L'approche de Novak utilise des signaux de puissance moyenne finie, comme des sinusoïdes, et la condition majeure porte sur les supports temporels des réponses impulsionnelles qui sont disjoints. Pour la méthode de Giraume-Héligot, elle utilise plutôt des signaux d'énergie finie, comme des gaussiennes modulées, et la condition majeure porte sur des supports fréquentiels de fonctions de transfert disjoints.